La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. C'est la fin de semaine qui annonce le début d'un nouveau week-end et on se rapproche de la fin d'année. Restez vigilants sur les routes. Alors, ce soir, les températures sont les mêmes. On a 14 degrés au nord-ouest, l'intervalle de 14 à 16 degrés dans la région de l'ouest. À la Damawa, ça varie de 14 à 17, au centre de 21 à 22, à l'est un peu moins, 18 à 19 et au sud Cameroun, ça ira de 21 à 25 degrés de température. La nuit dans la région de l'est est très calme et en matinée de la fraîcheur qui s'installe à Bertoua 19 degrés, à Yokadouma 21 degrés de température. Ensuite, dans la région de la Damawa, la lune est toujours aussi visible dans la nuit et au lever du jour à 6 heures, la douceur s'installe dans toutes les villes avec des températures basses. Nous terminons avec le sud-ouest. La ville de Limbe obtient la plus haute température dans la nuit et des averses attendues à Bouéa avec des orages en matinée. Puisque nous nous rapprochons des congés de Noël, je vous proposerai d'aller faire un tour au Cross River dans la ville de Manfé. Excellente soirée. Bonsoir, il est 20h30. Bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce vendredi. Élections législatives et municipales du 9 février 2020. Le contentieux préélectoral des législatives vidé. Le verdict du Conseil constitutionnel est tombé hier soir. Nous ferons le point dans ce journal. Rideau sur la session extraordinaire du mois de décembre au Parlement après l'adoption du projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Sénateurs et députés se sont séparés ce vendredi. Écho des dernières sessions plénières de l'année législative au Sénat et à l'Assemblée nationale dans ce journal. Un centre de référence pour la formation professionnelle au Cameroun, l'Institut national de formation des formateurs et du développement des programmes, a été inauguré ce vendredi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Le président fondateur du groupe Castel était ce vendredi au Palais de l'Unité. Pierre Castel a été reçu en audience par le président de la République, Paul Biya. L'entrepreneur français qu'accompagnait l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, est venu faire le point de ses activités au Cameroun et présenter dans le même temps son programme d'investissement dans notre pays. Le reportage de Yves-Marc Mediou. Pierre-Sébastien Castel est l'une des plus grosses fortunes de France. À la tête d'un véritable empire brassicole qui produit par ailleurs des vins et spiritueux, le groupe Castel est présent au Cameroun depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est toujours avec la plus haute estime que cet industriel français est accueilli au Palais de l'Unité, qui d'ailleurs ne lui est pas étranger. Monsieur Pierre Castel, président fondateur du groupe Castel, accompagne l'ambassadeur de France. Monsieur le Président, ça fait une éternité. Bonjour, et soyez le bienvenu. Avec le président de la République, Paul Biya, qui l'a reçu pendant près de 3 quarts d'heure ce vendredi 20 décembre 2019, en compagnie de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, le président fondateur du groupe Castel est venu faire le point de ses activités dans notre pays. Le groupe Castel emploie un peu moins de 100 000 personnes à travers le monde. Et c'est un industriel qui a des activités au Cameroun depuis très longtemps, depuis une 60aine d'années. Et le groupe Castel emploie ici, à travers 3 sociétés, 15 000 Camerounais et Camerounaises de façon directe et 35 000 Camerounais et Camerounaises de façon indirecte. Donc c'est un acteur très important du développement du Cameroun. Et M. Castel a voulu venir ici saluer le président Biya, témoigner de son amitié et de lui expliquer aussi son programme d'investissement pour le développement de son groupe, mais également celui du Cameroun. Pour l'avenir, le groupe Castel envisage d'accroître ses investissements au Cameroun en accordant une place plus importante aux intrants locaux. C'est un programme de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que le groupe investit au Cameroun. C'est un programme d'investissement où le groupe Castel diminue la part des importations pour faire tourner ses usines et sa production et est en train de se tourner de plus en plus vers la production au Cameroun
des facteurs qui contribuent à leur production industrielle. C'est donc rassuré de l'écoute permanente du président de la République et de sa totale disponibilité à accompagner son groupe dans son expansion que le président fondateur du groupe Castel va quitter le palais présidentiel. Dans la suite du journal, élections législatives et municipales du 9 février 2020, le contentieux préélectoral des législatives est désormais vidé. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict tard hier soir après l'examen de tous les recours introduits au greffe. Au bilan, certaines listes des candidatures du RDPC rejetées et la réhabilitation des listes de l'UPC dans certaines circonscriptions électorales, entre autres décisions rendues. Thérèse Yolande-Dima. Le dernier verdict de l'audience publique consacrée au contentieux préélectoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 9 février 2020 a été rendu jeudi à 22h par le Conseil constitutionnel après examen de 52 recours introduits par 8 partis politiques et quelques particuliers. Au terme de 10 heures de débat entre les membres de la haute juridiction conduits par le président Clément Atangana et les partis mis en cause, de nombreuses décisions vont être rendues, parmi lesquelles des rejets ayant pour principale cause la fraude, mais surtout le non-respect de la composante sociologique, certaines listes ayant présenté des candidats issus de la même localité, voire de la même famille. Visée par ce verdict, la liste du Social Democratic Front dans la circonscription spéciale de Ngoketunja Sud. Un fait dénoncé par un candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Autre décision forte, la réhabilitation de plusieurs listes victimes d'erreurs matérielles. Des omissions imputées à Elekam et reconnues par son conseil. C'est le cas par exemple de la candidature du SIF dans le Vouri-Ouest. Réhabilitation également des candidatures dont les noms ont été mal classés sur les listes par Elekam. D'où la décision du conseil demandant le classement tel que présenté par les partis politiques. Une décision favorable à la liste de Cabral Libilingue du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Autre verdict, la disqualification de certaines listes en l'instar de celle du RDPC dans le Boyo. Même sort pour le candidat Hervé Emmanuel comme du RDPC dans le Vouri-Est. Il sera recalé pour cause de double nationalité. Son remplacement doit se faire dans les 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel. L'affaire Union des populations du Cameroun va animer les débats. Au terme de 2 heures d'échange, le Conseil va réhabiliter la fraction UPC Balegenkot dans le Vouri-Est, la Sanaga maritime, la Haute-Sanaga et le Fundi. La fraction UPC Bapolipot, recalée dans le Nyon Ekele, va compétir dans le Vouri-Sud. Fin de parcours donc pour l'Union des populations du Cameroun dans le Nyon Ekele, son bastion naturel. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier les listes des 2 factions de l'UPC au cours d'une longue audience dans laquelle chaque parti a revendiqué sa légitimité. Le parti sauve, on l'a entendu tout à l'heure, la face dans 5 autres circonscriptions. Eugène Bey. Pas moins de 2 heures d'horloge, c'est le temps que le Conseil constitutionnel a mis pour plancher sur le cas de l'UPC. Malgré les jonctions des procédures décidées par le président du Conseil, Clément Atangana. Les secrétaires généraux des 2 factions, le Dr Balegenkot et l'honorable Bapor Lipot, qui avaient vu leur liste recalée par Election Cameroun, ont chacun réclamé, avec l'appui de leur conseil, la légitimité du parti. Le président du Conseil constitutionnel, avec la maîtrise du sujet qu'on lui connaît, a tranché. L'UPC, faction Balegenkot, est réhabilité dans la Sanaga maritime, le Fundi, la Haute-Sanaga et le Vouri-Est. Nous avons essayé de démontrer, à travers tous les éléments du dossier, que la direction de l'UPC, conduite par le docteur Balegenkot, est la direction qui est légitime et légale. Les décisions de la Cour, je n'ai pas le droit d'en faire des commentaires. À mon humble avis, la réponse qui était attendue n'a pas été donnée. L'UPC, toute faction confondue, sera absente dans le Nyon Ekele, sa citadelle imprégnable. En revanche, le parti historique, Tendance Bapor Lipot, est réhabilité dans le Vouri-Ouest.
Je suis républicain, je reste entièrement au service de la cause de l'UPC comme secrétaire général et également au service des intérêts supérieurs de ma nation. La haute juridiction s'est refusée d'interférer dans la guerre fratricide qui mine l'UPC, comme le demandaient avec insistance les conseils des deux factions. Le droit est dit, prochain feuilleton dans les urnes le 9 février prochain. Et pour le contentieux préélectoral des municipales, l'audience marathon démarrée hier se poursuit en ce moment même au tribunal administratif du centre sur les 75 recours introduits par des partis politiques ou des candidats recalés par ELECAM. Une soixantaine, selon nos reporters postés sur place, ont déjà été examinés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le rideau est tombé ce vendredi sur les travaux de la session extraordinaire du Parlement, session consacrée à l'adoption du projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. À l'Assemblée nationale, cette première session plénière de l'année législative, cette dernière session plénière de l'année législative 2019 était présidée par le chef de chambre, le très honorable Kavaye Guédibril, qui a rappelé l'importance de cette loi dans le processus de mise en place de la décentralisation au Cameroun. Claristan. Les députés de la 9e législature viennent de marquer de leur empreinte l'histoire du Cameroun au regard de l'important projet de loi soumis à leur examen au cours de cette session extraordinaire. Du haut du perchoir de l'Auguste Chambre, le très honorable Kavaye Guédibril relèvera pour le souligner à grands traits que le Code général des collectivités territoriales décentralisées qu'ils ont adopté et dont la promulgation par le chef de l'État est désormais attendue vient redéfinir le champ politique local et la nature et les rôles des acteurs dans les collectivités territoriales, c'est une citation. Et de renchérir, cette loi boostera assurément le développement socio-économique et culturel sur le plan local. Les députés ont su jouer leur partition et s'en félicitent. C'est un texte révolutionnaire en dépit de l'article 246 qui fait couler beaucoup d'encre. Nous avons fait un grand pas sur le plan démocratique et nous avons également fait un grand pas sur le développement durable parce qu'avec cette loi, les territoires deviennent des locomotives pour le développement durable. Quand on parle des populations, non seulement de la communauté, mais également du bien-être des populations, mais aussi de la participation des populations au processus de développement de leur communauté. Cet instrument qui est un levier du développement local sera aussi un levier de développement de notre pays. En 1952, à la tribune des Nations Unies, Ruben Oumniobé avait parlé d'un État unitaire décentralisé et voir qu'aujourd'hui le gouvernement donne l'opportunité au peuple camerounais de jouir de la décentralisation. L'Union des populations du Cameroun se reconnaît dans cette loi. Voilà pourquoi nous avons apporté notre soutien au gouvernement. L'on retient que le gouvernement a pris l'engagement de veiller à la mise en œuvre effective et immédiate de toutes les dispositions de la nouvelle loi. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficieront d'un statut spécial. Les élus s'en réjouissent. Il faut se réjouir que dans ce Code général des collectivités territoriales décentralisées, le législateur ait permis la mise en place d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous nous rappelons que cette session extraordinaire vient après la tenue du grand dialogue national, dont c'était l'une des principales recommandations. Notre vœu le plus cher est que, après le vote de cette loi, que les esprits soient vraiment apaisés et qu'on donne une chance à notre pays de se relever, tous ces enfants ensemble, toutes ces régions ensemble. Le chef de chambre a émis un souhait qui s'inscrit dans la même veine. Que les Camerounaises et les Camerounais se donnent désormais la main et que cesse toute velléité de déstabilisation. Ils doivent s'atteler à la seule chose qui vaille, la paix, à savoir contribuer chacun à son niveau à l'œuvre de construction nationale.
Le président de l'Assemblée nationale terminera en exprimant la profonde gratitude de l'auguste chambre à l'endroit du chef de l'État s'agissant du projet de construction du nouvel immeuble siège de la Maison du Peuple. Et au Sénat, la clôture de la session extraordinaire était présidée par le premier vice-président de la Chambre, Aboubakari Abdoulaye, a salué la contribution des sénateurs pour l'avènement de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le reportage de Mathieu Kengo. L'hymne national de la première session extraordinaire au Sénat. Un sentiment de devoir accompli après 8 jours de mobilisation autour du projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le président de la République l'a voulu pour le bien-être des Camerounais. Cette loi est le fruit d'un exercice participatif de réflexion collective auquel a contribué l'immense majorité des Camerounaises et Camerounais, notamment dans le cadre du grand dialogue national initié et organisé par le président de la République. Cette loi, en effet, porte la marque de la politique d'un homme d'État toujours à l'écoute de son peuple et soucieux du bien-être et du devenir de celui-ci. Les sénateurs se sont donnés à fond, parfois se privant de sommeil, pour faire de ce projet une réalité. Les retombées attendues sont considérables pour la gouvernance locale. C'est pour nous permettre de retrouver d'abord notre paix dans le nord et le sud-ouest. Et ça permettra également dans le reste des 8 régions à leur développement. Au moins 15%, n'est-ce pas, du budget vont aller directement aux collectivités territoriales. Beaucoup de voix se sont élevées, n'est-ce pas, pour ces postes de délégués qui sont nommés aujourd'hui. Ça aussi, c'est une révolution. Les maires des villes vont être élus par les populations. Par ailleurs, les communes et les régions verront leurs ressources s'accroître considérablement. On va enlever des activités aux ministères centraux pour les envoyer au niveau des communes, pour que cela se fasse là-bas. Et quand on envoie du travail chez vous, on doit vous donner les hommes, on doit vous donner l'argent. Voilà aussi simplement ce qui va se passer. L'on comprend le sentiment de satisfaction qui animait les représentants des collectivités territoriales décentralisées au moment où ils prenaient rendez-vous pour la prochaine session. Un centre de référence pour la formation professionnelle au Cameroun, l'Institut national de formation, de la formation des formateurs et du développement des programmes a été inauguré ce matin à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud. Coût de l'investissement 3,2 milliards de francs CFA. Le reportage de Laurentine Bekono. Que de bonnes paroles entendues sur l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes. À la suite du président de la République Paul Biya, lors de son dernier message à la jeunesse le 10 février 2019. Tous les intervenants du jour s'accordent à dire que le nouvel institut contribuera à l'amélioration de la formation professionnelle grâce à la diversification des filières, grâce aussi à la densification de l'offre de formation des nouveaux centres. En témoigne ici, au quartier administratif de Yaoundé, l'Institut national inauguré ce vendredi. Il s'élève sur 4 niveaux, il comprend 2 sous-sols, une salle de conférence de 150 places, 4 laboratoires de TIC, 4 salles de formation, une unité d'imprimerie, un ascenseur intelligent de 2e génération et bien d'autres curiosités. Superficie bâtie 2500 m² sur une aire de 5000 m². Coût de l'investissement 3,2 milliards de francs CFA. Retour sur l'investissement attendu, former des ressources humaines de qualité, avoir une masse critique de formateurs et améliorer l'employabilité des apprenants. La coupure du ruban symbolique et la découverte de la plaque inaugurale ouvrent au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté les portes de la visite du bâtiment. Aujourd'hui, l'un des fleurons de la coopération Cameroun-Corée du Sud.
L'Institut national de formation des formateurs et du développement des programmes arrive à point nommé, il faut le dire. Il va non seulement permettre au Cameroun de disposer des ressources de qualité, mais surtout de résorber l'épineux problème du chômage en milieu jeune. Écoutons le Premier ministre Joseph Dione Gouté dans cet extrait sélectionné par Laurentine Bekono. La solution à l'épineux problème du chômage des jeunes dans notre pays, que le chef d'État qualifie à juste titre de cancer social, passe inévitablement par une appropriation effective de la formation professionnelle. C'est par la formation professionnelle qu'on acquiert dans le cadre d'une approche par compétences, des qualifications professionnelles, seul véritable courroie d'accès à une insertion socio-économique réussie. J'engage par conséquent tous les acteurs publics et privés de la formation professionnelle à conjuguer leurs efforts pour faire de notre institut, comme du reste de nos écoles de formation, un centre de référence et d'excellence en Afrique. Au regard des enjeux et des défis à relever par l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes, comme une contribution majeure pour une capitalisation efficace de la politique de grandes opportunités que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, appelle de tous ses voeux au cours du présent septennat, le gouvernement de la République s'engage à tout mettre en œuvre pour en assurer le fonctionnement optimal et la pérennité. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience le président de la commission mixte en charge de la démarcation des frontières à Bakassi, Mohamed Chambas. Joseph Dione Gouté a également reçu l'administrateur du groupe de la Banque africaine de développement, Matungulu Ilankir. Rencontre à l'immeuble Étoile ce vendredi. Laurentine Bekono. Règlement pacifique du différend frontalier Cameroun-Nigeria, la suite de l'affaire se joue dans la démarcation des frontières terrestres et maritimes. Déjà 1344 bornes implantées, 322 autres le seront l'année prochaine. La satisfaction est de mise. Merci le gouvernement camerounais pour l'appui très constant, toujours constant pour notre travail. Et ça, c'est une indication de l'engagement fort de la part du Cameroun pour la commission mixte. Satisfaction du président de la commission mixte, Mohamed Chambas, pour le financement additionnel de $100 000 offert par le Cameroun pour la suite des travaux de démarcation de la frontière. Satisfaction aussi de l'autre hôte du Premier ministre chef du gouvernement, Matungulu Ilankir, administrateur du groupe de la Banque africaine de développement pour le Cameroun, le Congo, le Burundi, le Tchad, la RDC et la RCA. Nous sommes contents de relever en particulier la décision prise par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement d'apporter son soutien à la construction de la Ring Route, comme on l'appelle ici au Cameroun, qui va permettre de désenclaver les provinces occidentales du pays avec un effet sur l'agriculture nationale, mais également la possibilité de relancer le tourisme dans cette partie de la République. Bakassi, Ring Road, synonyme de paix et de développement. Le Cameroun est sur tous les fronts et les partenaires s'en félicitent. Forces de défense et de sécurité, 31 officiers stagiaires de l'armée de terre, de l'air et de la marine nationale viennent d'achever leur 14e stage d'imprégnation. Ils ont reçu jeudi leurs attestations après 3 mois de formation à l'EMIA, l'école militaire interarmée. C'était en présence du général de division Philippe Mpaye, commandant des écoles et centres d'instruction interarmés. Le reportage de Clarisse Djanga. 92 jours ont suffi à ces 26 hommes et 4 femmes officiers pour acquérir des connaissances tactiques, éthiques, militaires nécessaires aux commandeurs. Il est bon de porter les galons, mais il est encore mieux d'avoir la maîtrise des hommes qui sont sous votre commandement. Nous sommes satisfaits d'avoir ces connaissances parce que
nous rentrons chef de section. Ce 14e stage d'imprégnation des officiers issus du rang, tenu du 23 septembre au 19 décembre 2019 à Yaoundé, a inculqué aux apprenants l'art d'être chef à travers des notions de leadership et de déontologie de l'officier. Mes attentes ont été largement comblées parce que l'EMIA nous permet, nous officiers, de pouvoir trouver les outils de travail pour assurer les tâches qui nous seront confiées et également de diriger les hommes qui seront sous notre commandement. Les défis désormais résident dans la rallonge de la durée du stage à 12 mois pour une formation plus complète et performante et au renforcement de l'équipe de formateurs. Le colonel Tieka Pierre Loti est officiellement le nouveau commandant de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé à Simbok. Désormais à la tête de ce pôle d'excellence dans la formation d'officiers camerounais et étrangers, il remplace à ce poste le général de division Esaïe Ngambou. La cérémonie d'installation et de prise d'armes s'est déroulée hier jeudi sous la conduite du général de division Philippe Mpaye. Reportage Pierre Evembe. En termes de sécurité et défense, qui veut la paix va à l'école de guerre. Cette institution purement camerounaise à vocation internationale est devenue, au vu de ses faits d'armes et des nombreuses promotions d'officiers camerounais, africains, européens, américains et voire asiatiques, un pôle d'excellence qui fait la fierté du pays. Cela est dû à la dévotion de cet homme, le général de division Esaïe Ngambou, qui a appliqué strictement les hautes instructions et la vision de celui qui est à l'initiative de ce projet porteur, Paul Biya, le chef de l'État, chef des forces de défense. La barre élevée devra être surélevée par le colonel Tieka Pierre Loti, précédemment chef des opérations au quartier général. Une mission qu'il connaît bien, former des hommes qui seront demain des aides à la décision dans des manœuvres communes où la mutualisation des forces est impérieuse. Dans un continent touché par les mêmes menaces, un monde qui est devenu un simple village planétaire. Je parle du président de la République. Vous reconnaissez votre chef, commandant l'école supérieure internationale de guerre, le colonel Tieka Pierre Loti, ici présent. Et vous lui obéirez tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des grands militaires et l'observation des lois de la République du Cameroun. Le colonel Tieka Pierre Loti devra être le nerf de l'école de guerre. Dans l'actualité également ce vendredi, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale présidait ce vendredi à Yaoundé la 23e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Grégoire Orona a saisi l'opportunité pour dresser le bilan des activités de cette instance, dont les actions en faveur du dialogue social se sont distinguées dans le domaine de la promotion des droits sociaux des travailleurs et de l'amélioration des conditions de travail. Le ministre du Travail a présidé également la cérémonie relative à la signature de la Convention collective nationale des entreprises de gestion des déchets, de l'assainissement et activités connexes, un document qui apporte des avancées en termes de revalorisation salariale et des primes octroyées aux employés de ces secteurs. Et je vous propose d'écouter le ministre Grégoire Orona. Il décline le contexte et les enjeux de cette convention collective. C'est au micro de Philippe Roger Sama. La présente convention collective des entreprises de gestion des déchets, de l'assainissement et activités connexes du Cameroun entre dans le sillage de la commémoration du centenaire de l'OIT qui place les idéaux du travail décent et de la justice sociale au cœur du monde professionnel. Cette convention s'inscrit dans la mouvance de nouveaux enjeux qui présentent des exigences d'ordre international qui prévalent dans votre secteur d'activité et qui subordonnent l'attribution de certains marchés au respect des normes environnementales et sociales. En économie, demain samedi s'ouvrent à Douala les travaux du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. En prélude à cette rencontre, le PREF-CEMAC tenait sa 10e session ordinaire dans la capitale économique cette semaine. Au menu, l'évaluation de la mise en œuvre de ces réformes, des réformes prescrites étape par étape. D'autres détails avec Joseph Itoté à Douala.
À l'origine, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, tel que voulu par les chefs d'État de la sous-région, a engendré plusieurs changements adossés sur 6 piliers. Politique budgétaire, politique monétaire et système financier entre autres. En procédant à l'évaluation du chemin parcouru à date, le président de la cellule de suivi et le secrétaire permanent du PREF CEMAC ont confessé la sortie de la récession par la sous-région. À titre d'illustration, de 1,7% en 2018 à 2,7% en 2019, le taux de croissance est passé et pour 2020, les projections tablent sur 3%. En outre, la mise en œuvre des politiques monétaires prudentes, les ajustements budgétaires et l'application de la nouvelle réglementation des changes ont permis de reconstituer significativement le niveau des réserves de change. La soutenabilité des économies de la sous-région s'en trouve ainsi garantie. Quant à la libre circulation des personnes et des biens, Antoine Gakeni, président de la cellule du suivi du PREF CEMAC, a laissé entendre que les pays de la sous-région se sont engagés à appliquer la libre circulation intégrale. Malgré ces performances reluisantes, le rythme de mise en œuvre des performances dans les États crée une disparité. Le rythme de réforme n'est pas toujours celui qui est souhaité, mais les réformes se déroulent et des réformes structurelles ne peuvent pas changer en un temps très bref. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire une réforme dans le domaine de l'industrie, vous avez en amont la réforme de l'énergie. Réforme structurelle, redressement des finances publiques, reconstitution des réserves de change, la courbe est bonne, de l'avis des experts. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics vient d'achever sa visite des chantiers dans le centre. À Olembe, Bachenga, Simalen sur l'autoroute, le fleuve Sanaga et la station d'épuration. Satisfaction générale du ministre Talba Mala. Faisons le point avec Lucie Colette Avoulou. Au terme de ces 3 journées marathon dans la région du centre, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, s'est rendu sur le site des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalen. Aujourd'hui, nous sommes sur l'autoroute Yaoundé-Simalen. Tout le monde sait que nous avons des difficultés pour la traversée de cette ville de Yaoundé. Aujourd'hui, il y a une solution. La première partie est déjà là. On doit apprécier cela. Les voies d'accès au complexe d'Olembe dans cette périphérie de Tinga Village et les travaux de voirie autour du stade d'Olembe sont aussi préoccupants. Les voies d'accès, je dois dire que par rapport à notre dernière visite du mois de mars dernier, nous ne pouvons qu'être satisfaits de non seulement l'état d'avancement, l'état d'exécution, mais aussi la qualité de ce que nous avons vu. Les stations d'épuration sont quasiment terminées. À notre grande surprise, nous sommes véritablement satisfaits aussi pour ces stations d'épuration et cela permettra, une fois les projets d'habitation seront terminés, on pourra véritablement exploiter de manière saine les eaux et les récupérer de telle manière que nous puissions les réutiliser à nouveau. Ici à Bachenga, sur le pont du fleuve Sanaga, Ibrahim Talba Mala exprime sa satisfaction pour la bonne exécution des travaux de cet ouvrage d'art. Dans la suite du journal, les fêtes de fin d'année qui se préparent à travers le pays, période au cours de laquelle on observe très souvent des tensions inflationnistes. Fort heureusement, le ministère du Commerce veille. Dans le sud-ouest, le délégué régional vient de procéder à Limbé au lancement d'une campagne de vente promotionnelle des produits de grande consommation. Les détails avec Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. C'est déjà la fête ici à l'esplanade du nouveau marché de Limbé, situé à Church Street. Ainsi démarre la campagne de vente promotionnelle à laquelle s'attellent les services locaux du ministère du Commerce dans le sud-ouest en cette période festive. Une importante variété de produits de grande consommation est mise à la disposition de tous à moindre coût. Le sac de riz c'est 10 200 et l'autre est 9 200, mais au marché c'est 11 000. Oui, ici c'est très bon. Puisqu'on a un stand où on a trouvé tout sur place, j'ai acheté les œufs, j'ai acheté le beurre, la farine et tout ça pour faire. Et aussi j'ai acheté le porc, la viande pour préparer
pour le jour de la fête. Cette satisfaction est l'objet de la quête des organisateurs qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les consommateurs. Il est aussi question de faire le tour des marchés et d'autres espaces commerciaux afin d'apprécier la quantité et la qualité des produits. Nous rassurons les populations de la région du Sud-Ouest que toutes les dispositions ont été prises pour approvisionner les marchés. Et une action phare voulue par son excellence, monsieur le ministre du Commerce, c'est l'action promotionnelle. La région du Sud-Ouest ne saurait être en dehors de cette préoccupation. Après Limbé, la vente promotionnelle va se poursuivre à Tiko, à Boya et dans les autres arrondissements de la région du Sud-Ouest. Dans la suite du journal, ce communiqué de presse du cabinet civil de la présidence de la République, Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidera la cérémonie de l'arbre de Noël qui aura lieu au Centre hospitalier de recherche d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, le CRASER, 6 en Gousso, à Yaoundé, le samedi 21 décembre 2019 à 13h précises. Je vous donne lecture du programme de cette cérémonie de l'arbre de Noël au CRASER. 9h, mise en place du personnel hospitalier et des groupes d'animation. 11h, arrivée des invités. 12h, arrivée des membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique invités. 12h30, arrivée de Monsieur le ministre de la Santé publique. 12h45, fin de la mise en place des personnalités. 13h, arrivée de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, accueil par Monsieur le ministre de la Santé publique, mot de remerciement de la porte-parole des mamans, remise des cadeaux des mamans à la première dame, visite guidée des services d'hospitalisation, remise des cadeaux aux bébés et aux enfants du personnel du CRASER, vin d'honneur, photo de famille avec le personnel du CRASER et des bébés. Vers 16h, départ de Madame Chantal Biya pour le Palais de l'Unité, fin de la cérémonie. Un communiqué signé du directeur du cabinet civil, Samuel Vondoayolo. Le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine a été inauguré, il faut le dire, le 6 mai 2016 par la première dame, Madame Chantal Biya, le CRASER qui a vu naître ses premiers bébés issus de la fécondation in vitro le 12 juillet 2016, quelques mois seulement après l'inauguration et plus de 3 ans après. La rédaction TV de la CRTV a voulu savoir que sont-ils devenus. Joseph Clément-Mba a mené l'enquête. La jeune histoire du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRASER prend sa source à son inauguration par la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, qui en est la marraine le vendredi 6 mai 2016. Au bloc opératoire le 12 juillet 2016, 3 mois après, ce sont les 3 premières naissances. Ça, c'est un miracle de Dieu dans notre couple. Merci à la première dame. De la joie immense. Oui, très contente. Très grande fierté. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a vraiment montré qu'il est le Tout-Puissant. 3 années après, nous allons sur les traces de ces 3 bébés. Ici à ça, à 80 km de Yaoundé, au quartier administratif, vit le couple Beleba, géniteur de la jeune Chantal Edouarda. Ce matin-là, sa maman Adèle lui sert son petit déjeuner. Dans les bras de papa, Chantal Edouarda va déjà à l'école. Un souci avec ce reportage, on va le poursuivre avec l'aide de la technique, si possible. Donc, ces enfants, ces premiers bébés du CRASER qui attendent donc les fêtes de fin d'année avec impatience. Ces fêtes de fin d'année qui s'annoncent sans stress à Memel 1 par Bipindi dans la région du Sud. L'association des ressortissants de Bipindi et Lolodorf viennent de remettre du matériel scolaire aux établissements primaires de cette localité. Le geste marque le lancement de la 2e édition de la Semaine de solidarité sous la coordination du président de l'Arbilo, Joseph Emmanuel Bana. Le reportage de Daoud Moulium, CRTV Sud.
Ces images donc des activités de l'association des ressortissants de Bipindi et Lolodorf dans le sud du Cameroun, cette association qui vient de remettre du matériel scolaire aux établissements primaires de cette localité. Le geste marque, je vous le disais tantôt, le lancement de la 2e édition de la semaine de solidarité sous la coordination du président de l'Arbilo, Joseph-Emmanuel Bana. Si la technique est prête, on va prendre ce reportage de Daoud Mouliom, CRTV Sud. Accueil chaleureux au rythme du PIA. La communauté pygmée du campement Sorbikim reçoit les membres de l'Arbilo. La joie est au comble. C'est un jour rare à Memel 1. Ces hôtes de marque ont dans leurs valises fournitures scolaires, matériel didactique et cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Les bénéficiaires sont la communauté éducative et scolaire de l'école publique de Memel 1. Cela va nous faciliter la tâche parce que c'est difficile ici au village. Donc nous remercions grandement. L'association des ressortissants de Bipindi Lolodorf honore ainsi la 2e édition de la semaine de la solidarité entre Lolodorf et Bipindi. Par tirage au sort, certaines écoles, par exemple celles. Vous avez vu, nous avons choisi la période de Noël parce qu'à cette période-là, nos dons servent également de cadeaux de Noël. Chacun des 58 élèves et 3 enseignants de cet établissement, créé en 1958, reçoit un paquet. Les 6 meilleurs ont un prix spécial en plus. Pour le président Joseph-Emmanuel Bana, il s'agit d'une action d'appui aux efforts de l'État pour le développement socio-économique de cette localité. Nous devons investir massivement et de façon variée dans l'éducation de nos enfants. Pour accompagner, encourager, mais surtout féliciter l'association des ressortissants de Bipindi et de Lolodorf pour ce geste louable. La suite de ce périple de solidarité prévoit une causerie éducative, des dons de même nature à l'école publique de Kombinzik et un concert géant ce samedi à Lolodorf. Je vous propose à présent de revenir donc sur ce reportage sur les 3 bébés du CRASER, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Ces bébés nés le 12 juillet 2016, il y a un peu plus de 3 ans. Que sont-ils devenus? Suivons ce reportage de Joseph Clément Amba. La jeune histoire du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRASER prend sa source à son inauguration par la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, qui en est la marraine le vendredi 6 mai 2016. Au bloc opératoire le 12 juillet 2016, 3 mois après, ce sont les 3 premières naissances. Ça, c'est un miracle de Dieu dans notre couple. Merci à la première dame. C'est la joie immense. Oui, très contente. Très grande fierté. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a vraiment montré qu'il est le Tout-Puissant. 3 années après, nous allons sur les traces de ces 3 bébés. Ici à ça, à 80 km de Yaoundé, au quartier administratif, vit le couple Beleba, géniteur de la jeune Chantal Edouarda. Ce matin-là, sa maman Adèle lui sert son petit déjeuner. Dans les bras de papa, Chantal Edouarda va déjà à l'école. Inscrite en moyenne section, sa maîtresse en est satisfaite. Très timide, mais correcte dans son travail. Comme si elle savait ce qu'elle cherchait. Sud du périple à la cité verte à Yaoundé, nous retrouvons le couple Aminou. La jeune Adja, 3 ans, qui va à vélo, se porte comme un charme. Elle manie avec aisance l'anglais, le français et le foufoulde. What is your name? Adja Mama Jam. Adja Mama Jam. Do you go to school? What is your mother's name? Mama's name? Mamata. Mamata. Pour le papa, le souvenir est inoubliable. Avec sa naissance, tout a basculé, et dans le sens positif. Sur le chemin des bébés nés en 2016 au CRASER et au quartier Mbaladieu à Yaoundé, cette jeune fille, âgée de 3 ans, dont la maman requiert l'anonymat. Elle va à l'école déjà. Elle est très vaillante, éveillée vraiment. Depuis 2016, 170 bébés déjà nés au CRASER après fécondation in vitro. L'objectif triennal de 150 bébés est largement dépassé.
de Noël, la première dame sera certainement très heureuse, je l'imagine, et de vous pouvoir, n'est-ce pas, fêter avec tous les 170 bébés. Ce samedi, l'arbre de Noël 2019 au Crasser est donc également la célébration de ces naissances réussies. Dans la suite du journal, derniers hommages à l'un des pionniers de la chirurgie cardiovasculaire au Cameroun. La dépouille du docteur Pakbe Jean-Jacques était mise en bière ce vendredi. Vive émotion à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé où l'illustre disparu a servi pendant de nombreuses années. Témoignage d'une vie professionnelle pleine et riche avec la présence de hautes personnalités de la République. Michel Renaud-Wanja, reportage. Le docteur Jean-Jacques Pakbe, chirurgien cardiovasculaire, décédé le 25 octobre dernier à Yaoundé, a eu droit aux hommages dignes d'un professionnel dévoué. À la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, nombreuses personnalités sont présentes. Ministres, directeurs généraux, familles médicales partagent la douleur que vit la famille nucléaire. Le collège de pasteurs présent va d'ailleurs appeler l'assistance à intercéder pour la veuve et les 7 orphelins. Il a passé toute sa vie à se sacrifier pour les autres. C'était quelqu'un de très rigoureux, même envers nous, ses enfants. Et c'est ça qui nous a permis de nous forger aussi dans la vie. Il a donné toute sa vie pour les autres. Et je crois que nous en serons très fiers. Après la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, ces hommages vont se poursuivre en la paroisse EPC Adna. Le docteur Jean-Jacques Pakbe, qui quitte ses patients à l'âge de 68 ans, sera inhumé ce samedi en Djantibda, dans l'arrondissement de Maka. Stupeur au quartier Siméon 1 à Yaoundé, un immeuble en construction s'est effondré cet après-midi alors que les ouvriers étaient en pleine activité. Une dizaine de personnes ont pu être sauvées et conduites à l'hôpital des districts des Foulanes. Les opérations de sauvetage se poursuivent en ce moment même sur le site. Le gouverneur de la région du centre déplore le non-respect des normes de construction. Régine Gladys Lebouda est de retour de Siméon. Son reportage. Immeuble à terre en Siméon. Les traces de débandade tapissent la scène d'un effondrement surprise. Sous la montagne de ciment, des vies d'ouvriers coincés sous leur chantier. Spasme de frissons. J'ai dit, j'étais sur la moto, on n'a même pas suivi comment ça s'est passé. Le gars a même failli me jeter. Je me suis mis à pleurer que, oh Seigneur mon Dieu, Yaoundé, nous sommes morts. J'ai même encore peur, je tremble. Quand on a suivi le bruit, nous sommes vite montés, venir trouver les dégâts. Il y a un qui était bien portant, il était au dernier niveau. Il dit que quand il sentait comment la maison bougeait, il est descendu, il est tombé sur le sable. Sur le site, dès 16h, le préfet assiste au déploiement des soldats de l'urgence. Sapeurs-pompiers, gendarmes et protection civile font grimper l'espoir. Mais les heures sans résultat fécondent des larmes dans la foule. Tout s'accélère avec l'arrivée du génie militaire. Les débris libèrent un véhicule écrabouillé. Alors que le ciel s'assombrit, pelles, brancards et ambulances font craindre le pire. Une situation grave dans le domaine de la construction. C'est l'occasion encore pour moi d'attirer l'attention des ingénieurs et des gens qui veulent construire, de prendre toutes les précautions parce qu'à ce niveau, c'est les autres personnes qui payent. Surtout que l'immeuble a très vite tutoyé le ciel. 3 étages en 3 mois seulement, nous dit-on. Impossible de savoir combien d'âmes étouffent sous les décombres. Le chef de chantier fait partie des sinistrés. La nuit promet d'être blanche pour tout le quartier.
Curieux se teinte d'inquiétude au fil des secondes. La nuit avance et toujours pas de nouvelles vies sous cette zone de gravier. Le bâtiment, dans sa chute, a emporté le courant électrique et les équipes de secours essayent tant bien que mal de rétablir un peu d'électricité pour mieux coordonner leurs opérations. On espère que les brancards qui sont montés tout à l'heure redescendront avec quelques souffles de rescapés. CRTV News, Régine Gladys Le Bouddha, ainsi me yon à Yaoundé. Et Régine Gladys Le Bouddha est sur place, elle suit pour nous cette activité. L'agenda culturel du week-end, à présent, musique et humour sont au programme ce week-end avant fête de la Nativité. Dès ce soir, un one-man show de Major AC à l'Institut français de Yaoundé est prévu. Demain samedi, un concert religieux de la chorale Chœur ecclésial Yazambe. L'agenda culturel du week-end est déroulé par Laurence Okalia. Samuel Etofis troque ses crampons contre un micro. À Douala, au Parc des Princes ce soir, le Pichichi partage la scène de son événement avec Kérosène Didier de la Côte d'Ivoire, Salaciel, Magasco et plusieurs autres artistes venus le soutenir. Yaoundé aussi est en fête. Comme toutes les fins d'année depuis 14 ans, l'événement Yafé propose des divertissements pour tous les âges afin de passer d'agréables fêtes. Ce soir, par exemple, Sergio Polo et la voix du Sahel, Isnebo, seront en spectacle au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce soir toujours, Ferregola, le chanteur de charme congolais, se produira du côté du Mont Fébé. Le snack Saint-Élie de Mbogabang à Yaoundé accueille l'artiste de Bikoussi, Ariana Jones. Elle enflammera la piste avec son nouveau single « Il n'est pas mignon ». Mon affaire n'est pas mignon, je l'aime comme ça. Petit papa. Un parfum de Noël ce week-end serait la moindre des choses. La chorale Chœur ecclésial Yazambe fera sonner les cloches de Noël avec leur mélodie au Cornelet de Yaoundé ce samedi. Samedi soir, celui qu'on appelle le African Giant, l'artiste nigérian Burna Boy, sera au Canal Olympia de Douala, accompagné de Charlotte Dipanda, Loco et d'autres artistes pour l'événement des Show by Orange. Dimanche, à Yaoundé, les Ivoiriens Kif No Beat feront trembler le Palais des Sports avec Ténor, Kossi et Loco, toujours dans la même mouvance de des Show by Orange. Voilà pour l'affiche culturelle de ce week-end. Bon week-end. Chaque jour, près de 1400 tonnes de déchets sont déversées dans la ville de Yaoundé. Le combat de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun à assainir la capitale. Défi relevé tant bien que mal, Isakam doit faire face à l'incivisme des populations et à ses moyens parfois limités. État des lieux dans l'attente des fêtes de fin d'année avec Elvis Nguimezon, CRTV Centre. Isakam, en tant qu'entreprise citoyenne, est inébranlable quand il s'agit de repousser, voire éradiquer la saleté dans une ville de Yaoundé qui produit environ 1400 tonnes de déchets jour. Les populations apprécient. Isaac a de très bons engins. Donc, une bonne logistique. En sport, le week-end sera animé par 3 disciplines. L'affiche sportive du week-end avec donc la 15e journée du championnat national Elite 1 et la 13e journée du championnat national Elite 2. Demain samedi, examen national de passage de grade pour les karatékas à Douala. Et sur place à Yaoundé, les finales du championnat national des écoles de volleyball. L'affiche sportive du week-end est déroulée par Nestor Kamga. Succès célébré, celui de l'unité de la garde présidentielle de Bala, catégorie junior. Succès obtenu en venant à bout au tir au but de leurs homologues du palais des Toudis.
Le temps réglementaire n'a pas suffi pour départager les deux formations en finale. Chez les seniors, Beretta FC, ici en rouge, a été plus fort que Kalash sur toute la ligne. Score de la partie 3-1 pour mériter le trophée 2019. L'athlétisme a aussi donné à voir sur les 100 mètres messieurs ou sur le 400 mètres. La cavalerie était elle aussi en compétition. Ce type d'équitation n'est pas ordinaire, mais pas moins spectaculaire. De l'admiration pour tous les invités du colonel Raymond Jean-Charles Beko Abondo, le commandant de la garde présidentielle. Les champions de la saison ont revêtu leurs attributs, des médailles et des trophées pour magnifier leur mérite sportif. Et c'était donc l'excellence sportive de la garde présidentielle célébrée ce vendredi à Yaoundé à la faveur de la clôture des activités physiques et sportives de l'année 2019. Je vous le disais tantôt, la fiche culturelle, la fiche sportive du week-end sera animée par 3 disciplines. Football avec la 15e journée du championnat national Elite 1 et la 13e journée du championnat national Elite 2. Demain samedi, examen national de passage de grade pour les karatékas, c'est à Douala. Et puis sur place à Yaoundé, les finales du championnat national des écoles de volleyball. La fiche sportive du week-end est déroulée par Nestor Kamga. Commençons par le volleyball. Le regroupement national cadet livre ce samedi les champions de la saison 2019. Idem pour le championnat national des écoles de volleyball qui s'achève aussi ce samedi. Les finales auront pour 4 l'école des travaux publics de Yaoundé. En beach volley, début ce week-end sur le site de Yafé à Yaoundé de 2 tournois, dont l'un national et l'autre international. Sont concernés les catégories des moins de 18 et 21 ans, filles et garçons, et seniors, dames et messieurs. À Douala, le Dojo Club de l'Académie africaine des arts martiaux accueille ce samedi dès 8h un examen national de passage de grade organisé par le Bureau exécutif national. Il sera question pour les pratiquants du karaté de rivaliser d'adresse sur le tatami afin de passer au grade supérieur. En football, le championnat national Elite 2 va franchir sa 13e borne ce samedi. À suivre à Bamenda, le duel des extrêmes entre l'avant-dernier Foncha Street et le deuxième de la classe Yafoot. Il y aura aussi les confrontations Gaoundéré Racing, Fauvazu, Unisport, Matelo Ofta et Léopard contre les Astres. En Elite 1, la 15e journée est programmée pour ce dimanche. À suivre à Yaoundé, le bal des mal classés entre Canon et AS Fortuna. Avion FC 3e tentera de planer au devant le leader Coton Sport. On aura également les duels PWD APGS, Eding Yosa, UMS Panther et Bamboutos Feutu FC. Fin de ce journal, toutes nos excuses pour ces soucis techniques enregistrés pendant ce journal. Une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga et Sidonie Legla-Basson. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h30. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.